Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que la population croie que le coronavirus sera le responsable de la dépression économique qui commence. C'est faux. La crise était déjà commencée bien avant. Elle était facilement prévisible pour tous ceux qui s'intéressaient à l'écologie. Comme je l'ai expliqué dans le livre que j'ai fait paraître chez Amazon, la planète stable, confortable et apparemment indestructible que nous habitons a été créée par 4 milliards d'années d'évolution. Une évolution qui a été profondément perturbée il y a 10 000 ans environ, quand l'humanité a inventé l'agriculture et qu'elle s'est mise à se multiplier en remplaçant des milliers d'écosystèmes naturels par des champs cultivés. Les choses se sont vraiment gâtées au 18e siècle quand l'Angleterre s'est lancée dans une révolution industrielle qui allait par la suite se répandre comme une traînée de poudre sur les 5 continents. Si la révolution industrielle a été si nuisible et destructrice, c'est d'abord parce que la plupart de nos entreprises industrielles n'ont jamais été rentables. Si leur bilan montre qu'elles sont profitables, c'est parce que les industriels n'ont jamais payé pour la pollution qu'ils produisaient. En effet, si la nature et le monde agricole ont toujours fonctionné sur un mode cyclique, le monde industriel, lui, ne l'a jamais fait. Il s'est toujours développé en ligne droite. Il pollue pour récolter des matières premières, il pollue pour les transformer en produits finis, il pollue pour les consommer, et il pollue encore pour s'en débarrasser. C'est ce que j'ai expliqué dans les 16 premières vidéos sur la crise que j'ai publiées sur YouTube. Dans la première de ces vidéos, j'ai montré qu'une crise de décroissance allait inévitablement se produire à cause de la croissance exponentielle de notre monde industriel qui détruit la planète qui produit l'air, l'eau pure et la nourriture que nous consommons. Dans la deuxième vidéo de la série, j'ai montré qu'on n'avait pas le temps de réagir à cause de l'accélération de l'histoire que causait précisément cette croissance exponentielle. Dans la troisième vidéo de la série, j'ai montré que la crise toucherait l'ensemble de la planète, mais qu'elle serait surtout meurtrière dans les pays qui auraient moins de ressources et de réserves. De nos jours, toute l'humanité a pris l'habitude de régler tous ses problèmes avec la croissance. La misère augmente dans le tiers-monde, on envoie encore plus d'aide alimentaire. Les terres agricoles deviennent moins fertiles, on utilise encore plus d'engrais et de pesticides. La pollution de l'air devient un problème, on construit des cheminées toujours plus hautes pour répandre nos déchets sur de plus grandes surfaces. Le pétrole commence à manquer, on creuse des puits de pétrole plus creux, plus au nord et plus loin sur les océans, etc., etc. Le pire, c'est que désormais, la majorité des êtres humains et la quasi-totalité des dirigeants du monde moderne vivent dans des villes où tout est contrôlé par des hommes, ce qui fait qu'ils ont perdu contact avec la nature et qu'ils ne réalisent pas à quel point la planète est malade. Nous sommes vraiment devenus trop nombreux sur la planète et nous consommons beaucoup trop. Même en plein désert, nous construisons des villes immenses et totalement artificielles. De nos jours, la pollution de l'air est si importante qu'elle est souvent visible à partir de l'espace. Sur la terre ferme, de plus en plus d'industries empoisonnent de plus en plus d'environnements naturels de façon irréversible. Pensons par exemple aux accidents nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima au Japon. La destruction des forêts et des jungles est devenue systématique sur tous les continents. Quant aux milliards d'arbres que nous plantons pour tenter de réparer les pots cassés, il suffit d'y avoir campé pour savoir qu'il ne s'agit pas de forêts, mais de plantations d'arbres où vit un très petit nombre d'espèces. Mais le pire, c'est ce qu'on a fait subir aux océans, où pourtant les hommes ne vivent pas. Il y a d'abord les pêcheurs industriels qui se dépêchent de vider les océans de leurs poissons avant leurs concurrents. À ça s'ajoutent les désastres écologiques que causent parfois
les quelques 1500 plateformes pétrolières que nous avons construites sur les océans. Par exemple, le déversement de pétrole causé par l'explosion du Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010. Il y a aussi les marées noires qui ont causé les naufrages de multiples pétroliers sur toutes les mers du monde. Enfin, il y a les déchets de toutes sortes qui déversent aussi bien nos fleuves que nos bateaux marchands, avec pour résultat qu'au centre des océans, d'immenses nappes de déchets tourbillonnent dans les courants marins qu'on appelle des gyres. Le problème est tellement grave que d'innombrables plages sont couvertes de déchets industriels dans des pays aussi éloignés que Singapour, Hawaï, la Jamaïque, l'Espagne, le Ghana en Afrique, et même dans une mer située très loin des pays industrialisés comme la mer Rouge. Comme nos élites urbanisées viennent d'un monde industriel où la croissance n'a pratiquement jamais cessé depuis 250 ans, elles ont la tête toute pleine d'idées et de théories qui appartiennent à un autre siècle. Psychologiquement, ces gens-là sont incapables de comprendre que le déclin de presque tous nos environnements planétaires a augmenté une foule de coûts industriels et sociaux et nous a fait entrer dans une ère de décroissance où les vieux trucs d'économistes qu'ils ont appris à l'université ne peuvent plus fonctionner. Dans le cas de l'Occident, le blocage est encore plus total, étant donné que ces élites ont été riches pendant tellement longtemps qu'elles sont devenues décadentes. Comme une morale de consommateur est exactement l'inverse d'une morale de producteur, ceux qui nous dirigent ont inversé toutes les valeurs normales et considèrent désormais comme des progrès tout ce qui s'oppose aux valeurs de producteurs qu'ont défendu nos ancêtres depuis 10 000 ans. Pour eux, le progrès, ce n'est pas de s'adapter aux circonstances et à son environnement, mais de continuer toujours en ligne droite. Sur ce point-là, ils sont en accord avec le monde industriel qui est en train de détruire la planète. Et ce n'est pas un hasard, puisque chaque société finit toujours par développer une idéologie qui justifie ses excès. Pour les politiciens du monde entier, l'environnement, c'est quelque chose de très loin et d'un peu agaçant. C'est un problème comme un autre, au même titre que le décrochage scolaire ou celui des femmes battues. Voilà pourquoi nos chefs d'État confient des budgets insignifiants à leurs ministres de l'Environnement. En 2019, par exemple, le gouvernement fédéral américain a prévu de donner 6,1 milliards de dollars à son agence de protection de l'environnement sur un budget total de 4 529 milliards de dollars. Très clairement, ces gens-là n'ont pas les réflexes, le savoir, les concepts et surtout les technologies qui leur permettraient d'organiser et de gérer un monde en décroissance. Ils ne savent pas quoi faire. Depuis l'éclatement de la bulle Internet en 2001, les banquiers et les politiciens ont fait comme d'habitude et ont essayé de relancer la croissance en imprimant de l'argent à tour de bras et en abaissant les taux d'intérêt à presque zéro. Voyant que l'économie ne repartait pas et qu'ils risquaient de perdre leurs emplois, ces attardés du dernier millénaire ont entrepris de cacher leur incompétence en ne comptant plus parmi les chômeurs les pauvres qui avaient cessé de chercher un emploi ou encore en tripotant les statistiques officielles sur l'inflation ou sur la croissance de l'économie. C'est alors que le coronavirus est sorti comme ça de nos environnements naturels pour venir les sauver en leur fournissant une excuse facile pour justifier la dépression économique qu'ils savaient inévitable depuis très longtemps. Bien qu'il s'agisse d'une pandémie beaucoup moins meurtrière que la grippe espagnole de 1918, par exemple, qui a tué de 25 à 50 millions de personnes, nos gouvernements se sont servis des médias pour créer une panique artificielle en imposant un confinement généralisé et inutile, puisque des pays comme la Suède s'en sont très bien tirés en laissant leurs citoyens libres de circuler. Puisqu'on parle des excuses de nos dirigeants,
Mentionnons qu'il est ridicule d'affirmer que les dirigeants chinois auraient volontairement lancé une guerre bactériologique, étant donné qu'ils savaient qu'en faisant ça, ils risqueraient de tuer par hasard leurs propres enfants. Notons qu'il est aussi assez révélateur qu'après 80 ans d'utilisation massive d'un médicament efficace et presque inoffensif comme l'hydroxychloroquine, certains dirigeants occidentaux aient attendu la crise du coronavirus pour le déclarer dangereux. S'il est intelligent de suivre les règles de confinement parce qu'en général c'est mauvais pour la santé de mourir, il n'en demeure pas moins que nos gouvernements auraient dû se préparer longtemps d'avance à d'éventuelles pandémies, par exemple quand le sida est apparu en 1981, ce qu'ils n'ont pas fait. Ce qu'ils ont fait, par contre, ça a été de lancer et d'entretenir eux-mêmes l'immense dépression économique qui commence en arrêtant complètement l'économie et en distribuant à pleine poignée à la sauvette et sans aucun discernement les milliers de milliards de dollars dont nous aurons vraiment besoin lors de la prochaine crise. Il est tout à fait clair que quelque chose de tout à fait fondamental s'est détraqué sur la planète puisque nous ne cessons de vivre des premières dans presque tous les domaines. C'est la première fois de l'histoire que tous les pays du monde sont menacés de dépeuplement par suite d'une dénatalité généralisée. C'est la première fois également que la majorité de l'humanité vit dans les villes, que nous avons une économie vraiment mondialisée et que certains de nos gouvernants proposent sérieusement d'éliminer les frontières. C'est aussi la première fois que l'humanité réagit presque à l'unisson grâce à un système de communication global et ultra rapide comme l'Internet. Dans le domaine économique, en 2019, les États-Unis venaient de connaître la plus longue période d'expansion économique de toute leur histoire. Jamais dans le passé, on a vu des taux d'endettement aussi élevés. C'est la même chose pour les taux d'intérêt négatifs qui, dans des pays aussi importants que l'Allemagne ou le Japon, permettent à des investisseurs de s'enrichir uniquement en empruntant de l'argent. Avec la crise du coronavirus, on a même vu apparaître sur le marché du pétrole avec des prix négatifs, ce qui est une autre complète aberration économique. C'est également la première fois que les gouvernements se mettent à arroser la population avec ce qu'on appelle de l'argent d'hélicoptère. C'est une expression qui a été inventée en 1969 par l'économiste Milton Friedman, qui a cependant recommandé de ne pas faire ça sur une base régulière. Les politiciens et les financiers du monde actuel sont d'autant plus incapables de faire face à la dépression économique qui commence qu'ils ont eux-mêmes cassé tout leur thermomètre. Pour commencer, ils savent qu'ils ne peuvent pas se fier aux statistiques officielles étant donné que c'est eux-mêmes qui les ont trafiquées. Depuis la crise des subprimes de 2008, on sait également que les agences de cotation disent n'importe quoi puisqu'elles avaient alors décerné leur meilleure note de crédit à toute une série de banques et d'entreprises qui auraient fait faillite si les gouvernements n'étaient pas intervenus pour les sauver. Depuis la découverte en 2008 que Bernard Madoff, qui a été président du Nasdaq pendant 3 ans, avait dirigé une fraude de 50 milliards de dollars au moins pendant un quart de siècle, on sait également que les agences de surveillance des marchés financiers comme la US Securities and Exchange Commission des États-Unis sont trop sous-financées pour être capables de faire leur travail. De leur côté, les banques centrales ont récemment renoncé à jouer leur rôle de régulateur de l'économie en achetant les dettes pourries de compagnies mal gérées. En retardant le plus longtemps possible la faillite de tous ces tocards, les banques centrales ont tellement perturbé les marchés financiers que pour la première fois, ceux-ci ont cessé de monter et de descendre en fonction des bonnes ou des mauvaises nouvelles qui proviennent de l'économie réelle. La situation est devenue tellement folle qu'après avoir chuté brutalement en mars 2020, l'indice Dow Jones de la bourse de New York a par la suite remonté pour se stabiliser pendant de longues semaines aux environs de 24 000, et ça c'est même si la liste des secteurs de l'économie où les faillites allaient se multiplier ne cessait de s'allonger. C'est du jamais vu, une autre première.
C'est la même chose quand on apprend qu'entre le 15 mars et le 30 avril 2020, 30 millions d'Américains supplémentaires se sont inscrits au chômage. En pratique, la seule question qui semble désormais intéresser les traders, c'est combien, quand et à qui les banques centrales et les gouvernements vont-ils donner de nouveaux milliards de dollars. Comme d'habitude, vous pouvez vérifier tout ce que je dis en vous servant de la bibliographie que je vais mettre à la fin de la vidéo. Remarquons ici que si l'argent imprimé par les banques centrales a gonflé de multiples bulles économiques, financières et immobilières, c'est parce qu'il est beaucoup plus facile de faire des profits dans le monde irréel de la finance moderne que dans le monde réel de pierre et de chair, où les chefs d'entreprise doivent se débattre au jour le jour avec des montagnes de règlements et de coûts que leur impose un environnement physique et humain de plus en plus exigeant. De nos jours, la nature artificielle de l'activité boursière est augmentée par le fait qu'en 2017, par exemple, la moitié environ des ordres d'achat et de vente d'actions étaient donnés en quelques millièmes de seconde par des ordinateurs qui ne savent pas qu'ils existent, qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils font ou de ce qui se passe vraiment. Ce ne sont plus des humains qui décident. Ça aussi, c'est une première historique. Bien sûr, tout cela a un goût de cendre, le goût d'un monde qui se meurt et qui sera remplacé par un autre plus normal, mais aussi plus chaotique. Cela est d'autant plus inévitable que nos gouvernements surendettés, qui jettent présentement l'argent par les fenêtres, n'ont pas encore commencé à sauver les banques avec des milliers de milliards de dollars d'argent public, comme ils l'ont fait en 2008. Évidemment, quand la récession aura commencé à faire vraiment mal, qu'une foule d'entreprises auront fait faillite et que le nombre de chômeurs aura explosé, c'est déjà le cas, nos politiciens vont tenter de s'accrocher au pouvoir en prenant des mesures dérisoires comme taxer au maximum le pétrole qui est présentement bon marché dans le but de piquer le plus d'argent possible aux Arabes avant que les prix ne remontent. Ils vont aussi tout faire pour convaincre la population de gaspiller ses dernières ressources pour relancer l'économie. Tout cela pourrait peut-être fonctionner pour un temps, mais comme tout va rapidement se défaire, comme lors de la dépression des années 1930, les troubles sociaux vont atteindre un niveau tel qu'il deviendra physiquement dangereux d'augmenter les impôts de la population. Pour pouvoir traire une vache, il est en effet important qu'elle ne bouge pas. Je profite de l'occasion pour faire remarquer que ça n'existe pas une dette qui n'est pas payée. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui perd de l'argent. Les immenses dettes que nos gouvernements ont créées à partir de rien du tout seront un jour payées par une diminution drastique de notre niveau de vie quand l'argent imprimé sera devenu tellement abondant qu'il aura perdu presque toute sa valeur. C'est arrivé ça dans le passé, dans l'Allemagne de Weimar, dans le Zimbabwe de 2008 ou dans le Venezuela actuel. Parce qu'ils viennent d'un monde où la croissance de l'économie permettait de régler facilement tous les problèmes, nos contemporains ne réalisent pas que les dettes nationales sont des impôts qu'ils devront un jour payer. L'inflation et l'hyperinflation sont aussi des taxes qui nous sont imposées artificiellement par les banquiers privés qui dirigent nos banques centrales. J'ai fait une vidéo là-dessus. Enfin, les fonds de pension, que les travailleurs ont toujours été si contents de remplir et qui sont en train de se vider, ont toujours été des impôts que l'État ou l'employeur prélevait sur les salaires des travailleurs pour faire vivre les personnes retraitées. Je terminerai en disant que si on est obligé d'avouer aux enfants de 6 ans que le Père Noël n'existe pas, c'est entre autres parce qu'ils sont désormais assez vieux pour comprendre que le gros bonhomme rouge doit souvent avoir des problèmes à trouver des sous. Désolé, mais le Père Noël n'existe pas. Pour ce qui est de l'espoir, je vous en parlerai dans une future vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie à l'avance de faire connaître cette vidéo le plus possible sur le web, de lui donner un pouce levé, de vous abonner à ma chaîne et si vous êtes capable, de m'aider financièrement. À la prochaine!